Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième live WeFight. Le premier, vous pouvez le voir sur une chaîne YouTube, s'appliquer, chercher à savoir toutes les applications de l'IA dans la santé. Et sur ce deuxième, on va tout simplement essayer de comprendre comment on peut créer une bonne IA. Donc je m'appelle Pierre, je suis le directeur technique de WeFight. Et WeFight justement développe un assistant virtuel pour les patients atteints de maladies chroniques. Donc c'est vraiment une problématique qu'on rencontre souvent et on va essayer de vous partager avec vous euh, notre expérience sur ce sujet. Alors du coup, avant de commencer, on va déjà essayer de définir qu'est-ce qu'une IA. Alors pour ça, on n'a pas été chercher loin. J'ai pris la définition de Wikipédia qui va nous dire que l'IA, c'est l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Ça ne nous aide pas beaucoup. Globalement, ce que nous dit la définition, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est artificielle. Du coup, on va aller chercher la définition de l'intelligence. Et là, déjà, on a un premier problème, c'est qu'il n'y a pas de définition vraiment établie de l'intelligence. On a des notions qu'on retrouve à peu près dans tous les dictionnaires ou dans tous les sites, mais on ne va pas avoir une définition claire et surtout, on ne va pas avoir de frontières claires entre ce qui est de l'intelligence et ce qui n'est pas de l'intelligence. Du coup, pour ce live, on va garder pour la définition de l'intelligence les notions d'apprentissage, quelque chose d'artificiel qui peut apprendre, et d'adaptation, en fonction du milieu et de l'environnement. Du coup, maintenant qu'on a défini qu'est-ce que t'es une IA, on va pouvoir se questionner sur euh, comment on va mesurer et comment on va déterminer qu'une IA est une bonne IA. Alors pour ça, on peut prendre en compte plusieurs paramètres. Donc par exemple, le premier, ça va être la performance, d'avoir le moins possible de faux positifs ou de faux négatifs, le meilleur taux de bonne réponse de l'IA tout simplement. Ça va beaucoup s'adapter par exemple aux algorithmes médicaux, où là on a vraiment un besoin d'avoir des algorithmes qui soient précis et le moins d'erreurs possible vu l'enjeu qu'il y a derrière. Un deuxième critère, ça pourrait être un critère de rapidité. On veut tout simplement une IA qui soit capable de gérer par exemple des millions de requêtes par seconde. Dans certains cas d'usage, c'est le cas. Et ici, on va accepter certaines erreurs, mais on veut surtout avoir des réponses très très rapides. Et un troisième critère qu'on pourrait prendre en compte, ce serait un critère d'efficacité. L'IA, aujourd'hui, beaucoup d'algorithmes en IA, en tout cas, prennent comme entrée des données, ou en tout cas, souvent des données taguées ou non taguées, mais en tout cas, ils prennent en entrée un certain nombre de données. Et on peut prendre comme critère le fait que l'IA soit capable d'être performante avec un nombre de données le plus faible possible. C'est pratique quand justement ces données sont rares. Par exemple, il y a des algorithmes, j'ai eu un exemple il n'y a pas longtemps d'un algorithme de compréhension d'hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, on a une quantité de données limitée et on ne peut plus trop en avoir d'autres. Et du coup, il faut forcément une IA qui soit très efficace. Mais en fait, on voit là que finalement chaque critère paraît pertinent, mais que finalement, si on a une IA, on peut prendre le critère qui nous intéresse le plus et on va forcément trouver globalement quelque chose qui met notre IA comme une bonne IA, mais du coup, ça ne répond pas à la question. Du coup, à WeFax, on a décidé de prendre quelque chose de plus général. Et du coup, en fait, on va définir une bonne IA comme une IA déjà qui répond à un besoin. Donc on verra tout à l'heure comment on va pouvoir justement comprendre ce besoin, à quel point c'est important de comprendre ce besoin pour pouvoir décider après coup, enfin mesurer après coup l'efficacité de notre IA, et surtout en respectant ses contraintes. Alors ces contraintes, il y en a plusieurs, comme je l'ai mis sur le schéma. Donc le premier point, c'est le besoin utilisateur. La personne qui va utiliser l'IA, elle a un besoin, on y répond de la meilleure manière possible. Mais l'IA, elle doit être capable de répondre à ce besoin en respectant des contraintes en termes de ressources, en termes de, par exemple, de maintenance humaine, mais aussi en termes de ressources électroniques, nombre de serveurs, etc. Des contraintes éthiques, alors là, qui sont à définir, on va dire, des contraintes juridiques, typiquement aujourd'hui la RGPD en Europe, sur la gestion des données, on ne peut pas avoir toutes les données. Des contraintes en termes de données, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas forcément avoir toutes les données qu'on veut, pas forcément de la forme qu'on veut, on va avoir beaucoup de contraintes en fait, sur les données. Aujourd'hui, on dit qu'il y a énormément de données qui sont créées, c'est vrai, mais pas forcément les données dont on a besoin pour faire une IA. Et donc c'est vraiment important de voir de quelles données on a besoin, quelles données on peut mesurer, et quelles données, au contraire, on ne peut pas utiliser pour notre IA. Et ensuite, des contraintes métiers, c'est un peu plus vague, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, l'idée c'est que notre IA, elle s'implémente
dans un environnement plus large et forcément avec des contraintes qui sont propres à l'environnement et qu'il faut respecter également. Du coup, une fois qu'on voit toutes ces contraintes, en fait, l'IA, on voit qu'elle s'implémente dans un environnement et du coup, finalement, mettre en place une IA, c'est presque plus un problème technique. Et il y a beaucoup de hype, on va dire, autour de l'IA aujourd'hui. En fait, l'IA, il faut vraiment le voir comme un outil, comme il y a eu des logiciels, comme il y a eu les premiers ordinateurs. C'est de nouveaux outils qui sont arrivés sur le marché pour résoudre des besoins. L'IA, c'est vraiment la même problématique. Et donc l'IA, elle va s'implémenter dans un environnement beaucoup plus large. Là, sur le schéma, on voit l'IA, c'est la brique, la première brique, on va dire, la brique centrale, où alors on va avoir des problématiques de choisir ses algorithmes, de choisir ses données, mais aujourd'hui, c'est des choses qui existent. Une autre problématique, ça va être l'IA, elle va s'implémenter dans un software. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui existent, mais la communication entre le software et l'IA n'est pas toujours aisée. Et encore plus compliqué, c'est la communication avec l'humain. Toute l'interface qu'on va appeler l'UX, toute l'interface avec l'humain, elle doit être bien pensée pour répondre au mieux aux besoins et pour que l'IA aussi puisse être utilisée au maximum de ses capacités. Vous pouvez avoir une IA très performante, si l'UX est pas efficace, les utilisateurs vont juste pas l'utiliser et vous aurez perdu énormément de temps. Et autour de tout ça, on a forcément le cadre légal, le respect des données, informer les utilisateurs qu'on utilise leurs données potentiellement, le cadre éthique, en fonction des pays aussi, ça va changer. Donc voilà, toutes ces problématiques, finalement, on voit que l'IA, c'est un problème parmi d'autres, c'est un choix technique, mais c'est pas du tout le problème, c'est pas la fin en soi. Et justement, dans tous ces points, finalement, il y a un acteur qui aujourd'hui, pour moi, va être vraiment un facteur clé du succès de la création de l'IA. Ça va être l'homme de métier ou la femme de métier, c'est la connaissance métier. Savoir à quel besoin répond l'IA. Vous pouvez mettre 20 ingénieurs sur ce problème-là. C'est toujours plus efficace d'avoir une personne qui connaît bien le métier et qui sait comment ça fonctionne. Comment on peut comprendre ce besoin, quelle personne on peut aller voir pour essayer de mesurer ce besoin. Quelles données on va collecter, comment on peut les structurer, comment on peut en avoir d'autres, etc. Quelles mesures effectuer aussi pour mesurer l'efficacité de l'IA. Et enfin, comment utiliser l'IA. Justement, par exemple, si on prend, nous, dans notre cas, dans la médecine, savoir comment, par exemple, un médecin va utiliser l'IA dans le parcours patient, dans sa vie de tous les jours, combien de temps il peut donner à l'IA, à quel point il peut changer ses habitudes pour utiliser l'IA. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas évidentes et aujourd'hui qui sont très peu mesurées. Et pourtant, c'est des choses qui vont être vraiment un facteur clé. Il faut toujours garder l'idée que l'IA, c'est un outil. Il faut vraiment voir l'IA comme un nouveau logiciel que vous proposez. Si votre logiciel il a une UX qui n'est pas bonne, il n'est pas adapté au métier, personne ne va l'utiliser. Même si votre logiciel derrière il est parfait, les algorithmes sont vraiment nickel, des taux de performance énormes. Il y a énormément de cas où dans l'histoire des produits qui étaient d'un point de vue technique parfaits n'ont pas été utilisés parce qu'ils n'étaient pas adaptés au métier. Et donc, je voulais faire un point aussi sur du coup le rôle de l'IA justement par rapport à ces personnes de métier. Pour moi, il faut voir si on répartit un métier avec un ensemble de tâches, certaines tâches simples, généralement beaucoup de tâches simples et certaines tâches complexes, il y en a moins. Pour moi, l'IA justement, elle va s'attaquer d'abord aux tâches simples. Il y en a de plus en plus qui arrivent dans plusieurs domaines, le médical, le juridique par exemple, il y a des domaines qui ont déjà été beaucoup attaqués par l'IA. Et justement, l'IA aujourd'hui, elle répond à toutes ces tâches simples. Du coup, elle fait gagner du temps aux humains. Elle répond à un besoin. Elle fait aussi, pour moi, elle ne remplace pas l'homme dans le sens où il y a toujours des tâches que l'IA n'est pas capable de faire. Mais d'un point de vue global sur le métier, effectivement, le besoin d'humain est moins important parce que chaque homme va être plus efficace. Mais on peut voir aussi que l'IA, du coup, elle permet aux hommes de métier d'augmenter leur valeur ajoutée, puisqu'ils vont réaliser uniquement des tâches complexes à forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on a un niveau d'IA qui font des tâches simples, et de plus en plus, elles vont être capables de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Pour moi, il y a deux conséquences à ça. La première, c'est qu'on le voit, il y aura toujours, en tout cas pendant encore beaucoup d'années, je pense, voire beaucoup de décennies, une dualité entre l'IA et l'homme. L'homme va travailler avec l'IA, et je reviens avec l'exemple du logiciel, tout comme l'homme travaille avec des logiciels pour éviter d'avoir des tâches un peu répétitives.
l'IA, ça va être exactement le même processus où euh, des hommes de métier vont utiliser l'IA dans leur vie de tous les jours pour des tâches un peu simples, répétitives, pour répondre à des questions simples, voilà, et des choses de plus en plus complexes. Mais du coup, c'est vraiment important pour ces personnes de métier d'utiliser justement l'IA, de ne pas voir l'IA comme l'ennemi ou la personne qui va les remplacer, mais plus au contraire de se dire l'IA c'est un moyen pour moi d'augmenter ma valeur ajoutée sur mon métier. Et après, d'un point de vue global, c'est vrai que si on prend l'ensemble des besoins, si par exemple on prend sur du médical, on met une IA qui permet de faire une certaine action pour les médecins, euh, effectivement on aura moins besoin de médecins pour faire toutes ces actions. D'un point de vue global, on risque d'avoir moins besoin de médecins, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, qu'on est vraiment en période de pénurie de médecins. Donc ça peut être pas mal aussi d'avoir une IA qui aide tous ces médecins à faire des tâches répétitives. Et du coup, chez WeFight, on a vraiment cette problématique, puisque nous, notre besoin, ça va être justement de répondre aux besoins des patients. On crée un assistant virtuel pour les patients. Euh, et donc, on n'a pas de connaissances, on a une connaissance métier à avoir d'un point de vue médical, parce qu'il il faut quand même que ce soit validé médicalement. On a une connaissance, alors qui n'est pas une connaissance métier, mais une connaissance des patients, c'est nos utilisateurs, c'est leurs besoins, qui sont des besoins qui peuvent être très complexes, parce que les traitements et les chimiothérapies sont très complexes. Et donc, quand on crée des fonctionnalités, quand on crée notre assistant virtuel, on fait vraiment parler ensemble des acteurs très différents. On va faire des focus group avec des patients, on va avoir des expertises médicales par des médecins qui vont valider les contenus, qui vont valider les fonctionnalités. On va avoir forcément un choix technique plutôt fait par des ingénieurs, une expertise forcément légale par les avocats sur la RGPD, la gestion des données de santé. Et une dernière chose qui est vraiment importante pour moi et qui permet de faire gagner énormément de temps, on va définir vraiment précisément le périmètre de notre intelligence artificielle. C'est ce qu'on a fait. Nous, Vic, notre assistant virtuel, il est là pour répondre aux besoins des patients. Aujourd'hui, aux besoins des patients à propos du cancer du sein. Et donc, on a vraiment fait des focus group avec des patients pour comprendre leurs besoins. Et Vic ne répond qu'à ce besoin. Si vous donnez Vic à une personne qui n'a pas le cancer du sein, il y a une chance sur deux pour qu'elle le trouve pas terrible. Enfin, elle va poser des questions, Vic va répondre, potentiellement peut-être un peu à côté, mais parce que c'est pas son but. Enfin, Vic, c'est pas un assistant virtuel pour tout le monde, c'est un assistant virtuel pour les personnes atteintes de cancer du sein, qui ont des questions et qui se posent des questions sur la maladie. Et en fait, en faisant ce travail, on a vraiment réduit on a vraiment précisé le scope, et donc en fait, c'est déjà, une fois que ce travail est fait, 50% du travail est fait. Parce qu'après, votre intelligence artificielle, vous savez où elle doit aller, où elle ne doit pas aller. Le choix technique paraît presque évident, et ça permet de faire des intelligences, justement, genre, je parlais tout à l'heure du critère d'efficacité. Euh, à WeFight, on a une intelligence artificielle qui, d'un point de vue technique, ne peut ne pas paraître très, très complexe, mais qui pourtant, sur notre besoin, a plus de 90% de bonnes réponses, est capable voilà, de répondre immédiatement à tous les patients et répond à tous ses besoins. Et je pense que c'est vraiment pas une étape, c'est une étape qui peut paraître un peu procédurière. On va définir le périmètre, ça fait pas rêver, mais c'est vraiment, je pense, 50% du travail fait pour construire une IA et pour construire une IA qui soit efficace, qui réponde vraiment à un besoin. Ça fait aussi se poser des questions du coup sur le besoin auquel on répond. Définir clairement quel besoin on répond ou quel besoin on ne répond pas. Euh, En résumé, du coup, le premier point, c'est déjà, comme je disais, l'IA, c'est pas une fin en soi. On ne crée pas une IA pour créer une IA. Euh, L'IA, c'est un outil qui va répondre à un besoin. On va avoir un besoin auprès de professionnels de santé, auprès de juristes, auprès de patients, et on estime que l'IA va pouvoir répondre efficacement à ce besoin, et c'est pour ça qu'on fait une IA. Et du coup, c'est vraiment important de définir le périmètre de l'IA, définir clairement le besoin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'IA qui sont capables de répondre à tout. Il y en aura, je ne vais pas dire jamais, mais ça n'arrivera pas tout de suite en tout cas. Et donc il faut, il faut pas partir dans tous les sens, c'est vraiment avoir un périmètre défini. Et pour ça, on a vraiment besoin de personnes de métier qui connaissent le besoin, qui savent le mesurer, qui connaissent les interlocuteurs à avoir et qui vont permettre d'avoir une IA très efficace qui va répondre au mieux aux besoins. Et enfin, un point de vue plus personnel, je pense que les IA seront encore pendant plusieurs décennies des outils utilisés par les humains qui permettront d'améliorer leur valeur ajoutée. Mais le moment où des IA remplaceront totalement et à 100%
un métier, c'est pas encore arrivé. On a encore du temps devant nous. Alors du coup, on va passer aux questions. Alors première question que j'ai, c'est donc, quels sont les domaines les plus impactés par l'IA et est-ce que l'IA peut s'appliquer partout? Alors les domaines les plus impactés, euh, pour moi aujourd'hui, il y a la santé, forcément, parce que pas mal de tâches répétitives et surtout des tâches où la technologie peut apporter vraiment une réponse très efficace. Je pense à tout ce qui va être diagnostic, analyse d'image, où vraiment l'IA est capable de voir des variations qu'un œil humain ne peut même pas voir. Euh, donc il y a vraiment une valeur ajoutée. Nous, dans notre cas, c'est toujours sur tout ce qui va être suivi patient. En fait, des endroits où aujourd'hui il n'y a pas de réponse humaine, on peut mettre une IA. Euh, Aujourd'hui, enfin, typiquement Vic aujourd'hui ne remplace pas un humain. Il répond à des questions à des patients et il se met à un endroit où aujourd'hui il n'y avait pas de réponse, il n'y a pas de réponse humaine, il n'y a pas de réponse tout court en fait. Euh, et donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on ajoute. Effectivement, on pourrait se dire, on pourrait se répondre à ce besoin en mettant, je sais pas, 200 000 humains qui répondent aux questions des patients, mais est-ce que c'est vraiment très efficace, sachant que finalement une IA peut répondre aussi à une grande partie de ce besoin. L'IA s'applique-t-elle partout? Alors je dirais plutôt non. Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un nouvel outil. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage où finalement l'IA c'est pas la meilleure solution. C'est une solution, mais il y en a peut-être d'autres qui sont plus simples à mettre en place et qu'il faut surtout pas écarter juste parce qu'on a envie de faire de l'IA. La deuxième question, vous parlez de besoin, quel est le vôtre? Alors du coup, c'est pas le nôtre, c'est celui de nos utilisateurs qui devient le nôtre. Nous, c'est le besoin des patients. C'est aujourd'hui des patients qui prennent des traitements à domicile, qui sont des chimiothérapies sur le cancer du sein. C'est assez précis, mais ça permet justement de commencer sur un périmètre bien défini et après de s'élargir. Et donc nous, on est en train de s'élargir sur d'autres pathologies chroniques. Toujours l'idée quand même d'avoir des patients qui sont à domicile avec des questions, mais plus forcément sur le cancer du sein, sur d'autres cancers, sur d'autres pathologies chroniques. Et la dernière question, à partir de quand parle-t-on d'IA et quelle est la différence avec les algorithmes classiques? C'est une très bonne question, il n'y a pas de définition exacte. Comme je mettais au début, en fait, il n'y a pas de définition très précise, il n'y a pas de définition mathématique de l'intelligence. Moi j'ai gardé pour ce live la notion d'apprentissage et d'adaptation à l'environnement. Une autre personne va pouvoir avoir une définition différente. Pour certaines personnes, on parle d'IA que quand il s'agit de réseaux de neurones. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, il y a des algorithmes très simples qui apprennent et qui s'adaptent. Donc, pour moi, ça reste une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on n'a pas découvert ça il y a 2-3 ans. Les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui et que 90% des IA utilisent aujourd'hui, ils existaient déjà il y a 20 ans. Ce qui a changé, c'est qu'on a accès à plus de données, qu'on a accès à plus de puissances de calcul, donc ils sont plus simples à mettre en place. Mais c'est souvent comme ça, hein. Il y a énormément de technologies, typiquement la blockchain où les algorithmes et la théorie existent depuis 20 ou 30 ans, mais on n'avait pas de quoi les mettre en place. J'ai pas de réponse exacte à cette question. Pour moi, je garde l'idée d'adaptabilité, d'apprentissage. Euh, Chaque personne va un peu se faire son idée tant qu'il n'y aura pas de définition exacte, et je pense qu'il n'y en aura vraiment jamais. C'est aussi, il y a aussi une idée de l'IA qu'on se fait avec quelque chose un peu humain, etc. Donc finalement, si on dit qu'une IA c'est un peu humain, est-ce que à partir du moment où une IA n'a pas d'interface qui ressemble à un humain, c'est vraiment une IA? Pour certaines personnes, non. Pour moi, si, quand même. Mais voilà, chacun, je pense, va se faire sa définition. Du coup, on arrive à la fin de ce live. Je vous remercie de le regarder. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Si vous l'appréciez, il y en a un prochain dans une semaine ou deux. On fera la communication dessus. On n'a pas encore choisi le sujet, on vous tiendra au courant. Et voilà, n'hésitez pas à faire vos retours et à envoyer vos questions. Merci.